tous de cette invitation. Je reviens peut-être en arrière parce que c'est pour vous présenter le groupe Transition Ado-Adulte Interfilière que vous connaissez peut-être pas. Et je vais vous raconter un petit peu son histoire et puis ce qu'on y fait. C'est les logos de toutes les filières qui sont là, donc 22 filières sur les 23. Alors, je ne me suis pas autoproclamée animatrice de ce groupe interfilière. Bon, je coordonne avec Sabine Sarnaki la filière Neurosphinx et un centre de référence qui s'appelle MAREB, donc sur les malformations anorectales. Mais l'histoire a commencé en juin 2014 quand on a fait dans cette salle une journée dédiée à la transition. Et je dois dire qu'à l'époque, c'était pas si je dirais à la mode que ça. Et puis c'était animé par Nizar Malawi. À la fin, les pièces jaunes, la déléguée s'est levée et a dit les pièces jaunes, c'est l'âge adulte, c'est les seniors, et on voudrait maintenant s'investir dans la transition. Et ça a été vraiment fondateur parce que là-dessus, c'est ouvert 2 ans après, oui, parce qu'on a travaillé sur la suite, on a créé un groupe de travail et on a ouvert la suite, qui était une des premières plateformes, je crois la première plateforme en France, qui est toujours coordonnée par Nizar, il vous en reparlera. Alors dans ce contexte-là, nous les filières, on avançait, les filières c'est 2014-2015, et il s'est mise en place les groupes interfilières, personnellement, auxquels je crois énormément, parce que je trouve que c'est parfois dommage de refaire chacun dans notre coin, dans chaque filière, des choses que finalement on pourrait partager. Alors tout ce que je vais vous montrer est gratuit, libre de droit, sur nos sites, téléchargeable, et c'est vraiment une volonté de notre part que c'est de l'argent public. Donc tout ce qu'on fait, on le partage. Donc au début, on n'était pas à 22, on était un tout petit peu moins, 2016, et puis voilà, moi j'ai pris le lead là-dedans parce qu'il y avait ce qui se passait à Necker. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans mon domaine en tout cas, et le même que vôtre d'ailleurs, en chirurgie pédiatrique, finalement, le monde adulte ne connaît pas du tout ce qu'on fait. Et en ce qui me concerne, en tout cas, je peux dire qu'on a des parcours de soins à l'âge adulte orphelins, pour faire écho avec les maladies orphelines dans le temps, parce qu'il y a vraiment des patients qui sont sur le bord de la route. Alors, on pourra en reparler après. Je tiens à incarner les choses dans Emma Gatipon, qui était cette chef de projet qui a tout mis en place à l'époque, qui est partie pour d'autres aventures, comme on dit, mais qui a été remplacée, vous allez voir, et qui nous a monté ce groupe interfilière. Alors, ça se fait en collaboration avec les... Alors, moi, j'en avais compté 13, il y en a peut-être 14 maintenant, espace interfilière, espace transition, donc la suite, et puis la petite carte faite par Ségolène, d'ailleurs, avec qui je travaille maintenant, qui résume, vous voyez, donc la suite a fait des petits, c'était parti d'ailleurs de la Maison de Solène, faut quand même reconnaître à Cochin, et maintenant il y a ces plateformes dont on pourra reparler aussi, qui ont chacune leur couleur, on va dire. Et donc la première chose qu'on a faite en 2016, c'est de monter un site internet qui est toujours en vigueur, qu'on tient à jour, qu'on essaye, alors avec des annuaires des médecins qui ont un peu, je dirais, la fibre transition, des livrets, des guides, tout ce qui se fait dans vos filières. On le partage sur ce site dont je vous ai mis la référence, avec des répertoires aussi des programmes éducatifs, puisqu'il y a des programmes d'éducation thérapeutique qui émergent. C'est noté dans les PNDS, des recommandations, etc. Donc ce site est toujours en vigueur. Et puis on a aidé la finalisation de la suite. Nous, on avait l'expertise d'une autre appli et on a pu sortir cette appli qui existe toujours, qui est téléchargeable gratuitement sur vos stores et qui peut aider vos jeunes dans leur transition avec ma team, mes rendez-vous, etc. Alors, c'est un outil parmi d'autres qui est gratuit. Et je dirais, ce qui nous a fédérés, alors c'était juste avant le Covid, ça a été ce travail mené par Florence Chauvin de l'AFDET, qui est un institut d'éducation thérapeutique, toujours avec Emma, et Mélanie Romier. J'ai mis des photos, parce que je trouve que c'est bien aussi de voir tous ces gens qui travaillent parfois un peu dans l'ombre, et toutes ces filières qui ont travaillé à l'époque, avec les référents, sur l'idée, c'était de définir les compétences transversales à acquérir au moment de la transition pour nos jeunes. La force de ce travail, je dirais, alors il y avait 18 filières, c'était de créer un groupe de jeunes. Des groupes, des réunions qui ont été fascinantes, auxquelles on a finalement, moi je devais rester 5 minutes et je suis restée 4 heures, des petits comités de jeunes de tous horizons. Il y avait de la dermato, il y avait du thé de cou, il y avait de tout, et on les a fait, comme on dit, brainstormer pour arriver à essayer de
de cibler quelles étaient pour eux les compétences dont ils avaient besoin pour la transition. On va voir que ça rejoint assez l'enquête que vous avez faite. Alors ça, c'est des verbatims. Alors la transition peut être joyeuse quand même. Il ne faut pas non plus noircir le tableau, mais beaucoup quand même exprimaient des sentiments d'isolement, de peur. Finalement, on n'en est pas débarrassé. Je crois que c'est un effet un peu double annonce à la transition pour le jeune, puisque les parents l'ont entendu, le discours de la maladie, mais le jeune, pour lui, c'est « Ah, ça continue ». Et donc, c'est ce qu'on a appelé les 5 dimensions de la transition. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Encore une fois, c'est sur un site internet très bien décrit. Et FAI2R, Mélanie Romy, a fait un énorme travail de compilation d'un document qui est très fourni. Mais pour vous qui voulez faire, par exemple, des projets, des ateliers de transition, ça peut être très intéressant parce que comme ça, vous avez décliné les compétences que vous pouvez travailler en atelier. Bon, comme ça peut paraître assez banal, mais se faire confiance, apprendre à être soi, on voit ça un petit peu partout, mais ça a une résonance très particulière quand on parle d'un jeune qui a déjà une histoire de 15 ans. S'occuper de soi, prendre des décisions par rapport à sa maladie, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Empowerment, moi je préfère le terme autodétermination, la façon de s'approprier vraiment son problème, à sa mesure, bien sûr. On n'oublie pas la déficience intellectuelle, on pourra en parler. Et puis apprendre à faire les bons choix et à gérer soi-même les contraintes de la vie quotidienne. Tout ça pour poursuivre son suivi en secteur adulte, résumé donc sur ce site qui est aussi partagé sur notre site internet. Encore une fois, un document très fourni, je ne vais pas vous détailler. Alors, fort de ce groupe de travail qui commençait à être actif, avec des réticences, je ne vais pas vous dire que c'était toujours, certains se disaient, ça sert à quoi de partager tout ça, eh bien, FIMATO, la filière FIMATO, donc qui s'occupe plutôt des malformations du thorax et digestives, s'est mise à faire des tours de France. Je vous en ai montré quelques-uns pour aller au cœur des régions, rencontrer les gens qui faisaient de la transition. Ça allait des administratifs, des MDPH, aux soignants. Et il y a eu Angers, il y a eu Lyon, il y a eu Marseille, avec des thèmes à chaque fois. Des vidéos à Lyon, par exemple, que vous pouvez retrouver aussi, si vous voulez regarder une petite rétrospective. Et puis, les choses se sont un peu calmées, Emma est partie. Je vous raconte la petite histoire. Ségolène est arrivée. Elle n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle vient d'avoir un bébé. Et puis Tiffaine, qui est dans la salle quand même, qui nous aide énormément aussi sur tout l'aspect communication. Et on s'est lancé dans les Facebook Lives, ce qui permettait d'acculturer, d'aller au-devant. Alors, on a fait la suite. On s'est un peu arrêté et on aimerait vraiment... En fait, l'idée, c'est d'aller dans toutes les plateformes transition pour aller faire un mini-reportage sur Facebook. Parce que, en fait, Facebook, ça marche bien et c'est très vivant. Et puis, on s'est lancé avec la filière FIRANDO. Donc endo pour maladies endocrinologiques avec Philippe Touraine, professeur Philippe Touraine très investi dans la transition avec Jump, avec Transcende, lui il coordonne cette plateforme à la Pitié sur une formation. Et cette fois, je pense que c'est vraiment la clé aussi d'aller former nos correspondants adultes sur nos pathologies avec un institut qui s'appelle Kera Médical sur une formation de 2 heures en ligne avec 382 inscrits quand même, 192 participants en live, très bien notés et je dois dire une formation qui nous a donné envie d'en faire une autre. Alors moi, je me suis lancée et elle va sortir bientôt avec moi c'est l'anus, le rectum, donc j'ai travaillé avec les gens de la gynéco et puis avec une psychologue de la muco et on va valider le DPC. Ça va sortir fin 2023 sur une formation en 5 épisodes en ligne. Et ça, je pense que pour les adultes, les pédiatres, je pense qu'on est maintenant à peu près tous convaincus que la transition, c'est important, mais nos correspondants adultes doivent aussi mieux comprendre ce qu'on fait. Et puis Hélène en a parlé, une collaboration avec la plateforme Advenir. On s'est lancé dans les podcasts. Personnellement, il y a 18 mois, je ne savais pas trop ce que c'était et j'ai découvert un médium qui est vraiment extrêmement intéressant. Alors les jeunes nous ont dit « ouais, c'est un truc de vieux ». Mais comme vieux pour eux, c'est après 30 ans, on s'est lancé et finalement, ça a eu un bon succès. Alors, on a 1500 écoutes, ce qui n'est pas énorme, mais je pense qu'on va sortir une 2e saison avec d'autres, je sais que Ted Coup est très partant pour... alors là, on a fait une enquête policière avec Saliou qui allait interviewer des spécialistes. Bon, après, voilà, je vous ai mis le lien et c'est sur tous les stores de podcasts gratuitement.
Et puis je crois que ce qui a été fondateur, c'est le 22 juin dernier, notre colloque. Plus de 300 inscrits au Cordelier, pas loin d'ici, avec un très joli colloque le matin, plus pour les filières, et l'après-midi toutes les plateformes. Et j'insiste sur ce petit livret qu'a fait Ségolène avec toutes les équipes des filières qui ont vraiment joué le jeu, à télécharger en ligne sur tout ce qui se fait dans chaque filière sur la transition. Alors c'est perfectible, hein, bien sûr, mais ça donne une idée générale de ce qui se fait. Alors, on a fait nous aussi une petite enquête, mais je ne voulais pas obscurcir ce que vous a dit Myriam, donc j'en ai juste, je vous livre juste parce que dans l'interfilière, on a lancé aussi une enquête, mais il y a 6 mois, on a eu 128 répondants de familles. La majorité, c'était des personnes atteintes ou proches de personnes avec des maladies rares, 93%, et la moitié des parents qui sont, on le sait, hein, très impliqués dans nos maladies chroniques, avec pour la plupart, parmi les jeunes qui avaient répondu, plutôt des 15-25 ans. Et certains, alors la moitié n'avaient pas encore démarré leur transition. C'est intéressant parce que la période 15-25 ans, certains n'avaient pas encore démarré. Alors un petit quiz. Selon vous, quel pourcentage de patients interrogés ou de familles dit n'avoir aucune idée précise sur le processus de transition? 10%, 25%, 40%. Combien n'ont jamais entendu parler de transition dans cette enquête donc interfilière, hein, on n'est pas sur une filière en particulier. 128 réponses. Ben, c'est un quart qui n'a jamais entendu parler de transition. Alors on peut voir les choses autrement. 75% déjà entendu parler de transition, dans l'interfilière encore une fois. Hein. Et qui vous a donné l'info? Les assos, un quart. Les associations de patients, je crois vraiment que c'est fondamental quand on parle d'information donnée aux patients. Les associations ont un rôle fondamental. Et les filières, on n'est pas loin derrière. Le médecin référent, 13%. Internet, équipe paramédicale aussi. Avez-vous reçu une information spécifique? Ça rejoint un peu ce qu'on a entendu, hein, 40% non. Un peu, 45%. Donc, on peut mieux faire sur l'info, clairement. Quels médias d'information préférez-vous? Quels sont les outils qui vous sont le plus utiles? Les sites internet, et ça rejoint vraiment ce que vous avez vu dans votre questionnaire, les plateformes transition. Et les ressources et outils préférés, eh ben, c'était le podcast Franchir, je ne sais pas si c'était pour nous faire plaisir, les 5 dimensions de la transition et les journées dédiées transition. Et en 3e position, les plateformes transition dédiées. Donc apparemment, les gens qui répondaient connaissaient quand même toutes ces plateformes. Un autre petit quiz, quelles sont les spécialités identifiées comme les plus importantes par les soignants pour la prise en charge transversale des patients atteints de maladies rares en secteur adulte? Gynéco, médecine physique, réadaptation, psychiatrie, médecine interne, toutes ces spécialités. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que, enfin, personnellement, et là je m'engage un peu, je pense que c'est extrêmement important d'identifier dans les régions aussi des gens qui ont un peu la fibre transition, je dirais, à mon avis, des gens qui sont, enfin je parle des soignants en général, hein, qui ont envie de voir des jeunes comme ça, qui ont envie de voir, qui peuvent faire des consultations de pas 10 minutes, mais peut-être 3/4 d'heure pour s'investir plus sur ces jeunes. C'est quelque chose qu'on n'a pas réussi encore à faire dans l'interfilière, et pourtant on a tous un gynéco qu'on trouve peut-être un peu plus, je vais pas dire sympa, mais qui écoute plus le jeune que d'autres. On a tous un correspondant, peut-être psy ou psychologue. C'est quelque chose vraiment que je voudrais faire dans l'interfilière, c'est partager nos réseaux de, j'ai envie de dire, médecins généralistes de l'adulte un peu spécialisés. Et en fait, ben voilà les spécialités identifiées dans l'interfilière, c'est gynéco, psychiatrie, médecine interne, MPR. Il y a aussi les médecins de la douleur. C'est vrai que c'est des spécialités hyper transversales, mais on ne peut pas envoyer un jeune qui a 15 ans d'ancienneté, si j'ose dire, sur sa maladie, aller voir comme ça un médecin qui n'a pas un peu cette fibre-là. En tout cas, c'est mon avis. 66% avaient accès à un annuaire de réseau d'experts. C'est quand même rassurant en adulte, mais disent tous que ces réseaux ne sont pas assez opérationnels et qu'il faut vraiment organiser les soins. Et là, j'en viens sur la fin. La transition, je pense qu'en tout cas, en pédiatrie, on est à peu près tous convaincus qu'il faut la faire. La priorité, c'est le transfert, c'est-à-dire le transfert du dossier. Je pense que vraiment, tout est à construire dans ce transfert, à la fois pour animer, organiser, identifier des réseaux en adultes, identifier ces spécialités transversales qui vont voir nos jeunes. Je pense même aux urologues pour les garçons, sexologues, les besoins de coordonnateurs de parcours. On en a dans les hôpitaux, mais pourquoi pas en mettre en ville?
qui pourrait d'ailleurs servir pour d'autres maladies chroniques. Il y a maintenant des masters qui forment des gens à la coordination de parcours. Et puis, l'éternelle problématique du transfert du dossier. Alors, j'ai des éléments de réponse, on pourra en discuter. Je vous ai parlé du double cursus de formation pendant l'internat. Je pense que pourquoi pas, quand on fait de l'adulte, on peut aller faire un semestre en pédiatrie, se former. Les partages en groupe interfilière de ce réseau transversal. Les besoins en coordonnateurs, il y a les dispositifs de coordination en région, ce qu'on appelle les DAC, qui sont en train de se monter, qui n'ont pas vraiment la fibre maladie rare, mais nous, dans nos missions, je pense qu'on doit aller à leur rencontre pour leur expliquer pourquoi pas mettre des coordonnateurs dans ces DAC. Et puis le transfert du dossier, il y a mon espace santé, mais encore faut-il le compléter et déposer vos dossiers. Et ça, je pense que c'est le rôle des parents, d'aller compléter le dossier de leurs jeunes. Et je pose la question de la déficience intellectuelle. On en a beaucoup parlé au colloque. Quid des personnes qui ont une déficience intellectuelle à l'âge adulte, personnes rajeunies, les parents vieillissent, s'épuisent. Je n'ai pas d'éléments de réponse. Merci de votre attention. Voilà notre site internet.